soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est écrivain français, après des études d'histoire-géographie et une maîtrise de géographie rurale. Il a enseigné dans le Pas-de-Calais pendant 6 ans successivement au lycée de Carvin et au collège de Billy-Montigny, puis il s'est installé dans le Gard en 1978. Cévenol d'adoption, il vit depuis cette date à Saint-Jean-du-Pin, entre Alès et Anduze, où il écrit depuis 1995. Ses 2 premiers romans, Les naufragés du déluge et Dieu est toujours quelque part, édités depuis sous le titre Le brouillard de l'eau, ont été récompensés. Oui, par une médaille d'argent et une médaille d'or de l'Académie internationale de Lutèce. Il a écrit plusieurs romans, dont L'Arbre Palabre, qui a obtenu le 3e prix d'Arts et Lettres de France de Bordeaux et la médaille de bronze de la ville de Toulouse en 2000. Auteur de romans régionalistes, il connaît un vif succès avec L'Arbre à pain en 2003, Le chemin des larmes en 2004, L'Arbre d'or en 2007, Les sarments de la colère en 2009, Les hauts de Bellecoste en 2011 ou encore La promesse à Élise en 2017. Votre invité a obtenu le Cabri d'Or 2013 pour Les Rives Blanches. Il s'agit, vous l'aurez peut-être reconnu, de Christian Laborie. Il vous présente son dernier roman, Dans les yeux d'Anna, aux éditions Presse de la Cité, qui d'ailleurs, on en profite pour saluer et remercier très chaleureusement, comme à son habitude, Marie-Jeanne, qui, sans elle, et qui se reconnaîtra surtout, cette interview n'aurait pu se faire. On vous embrasse, Marie-Jeanne. Christian Laborie, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour, merci à vous d'être venu vers moi. Mais avec un immense plaisir. Quand on lit votre parcours, on se dit, cet homme, il en a vu, il en a écrit, il a obtenu des prix. Waouh, magnifique. Ça tombe bien, Christian. Racontez-nous comment vous en êtes arrivé là, et notamment ce métier d'enseignant. J'ai pu lire, vous avez enseigné, comme on l'a dit au tout début, et que vous avez pu notamment exercer. Racontez-nous en quelque sorte ce magnifique parcours. Et il reste encore des années. Oui, malheureusement, elles sont... je ne vais pas dire qu'elles sont comptées, mais enfin, j'en ai plus derrière moi que j'en aurai devant. Mais oui, c'est un parcours, j'allais dire classique. D'abord en tant qu'enseignant. J'ai effectivement fait toute une carrière d'enseignant en histoire-géographie, plus dans le Gard que dans le Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, d'où je viens. Et pour ce qui est de, je ne vais pas dire du métier d'écrivain, parce que pour moi c'est pas un métier. Pour ce qui est de mon parcours d'écrivain, je préfère dire parcours. Il a commencé tardivement. Pour la bonne raison, c'est que avant de m'y mettre, je ne pensais pas du tout devenir écrivain. On m'aurait dit la veille du jour où je me suis mis à ma table que j'allais devenir écrivain en écrivant ma première ligne, j'aurais ri de bon cœur parce que je n'y aurais pas cru. Et puis ma foi, à partir du jour où j'ai commencé à écrire ma première ligne, je me souviens encore de cette période, c'était fin 1994, je n'ai plus arrêté. Et j'en suis aujourd'hui à mon 23e roman, terminé, achevé. Donc c'est une vocation, si on peut parler de vocation, qui m'est venue tardivement et j'ignorais totalement que je serais capable de l'assumer. Et j'en suis très heureux, bien sûr, ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années. Qu'est-ce que l'écriture vous apporte ? J'allais dire d'abord l'évasion, même si tous les écrivains vous diront cela, même si on est enfermé dans son bureau quand on travaille ou dans la pièce où on écrit, quand on travaille, quand on écrit. C'est surtout l'évasion à partir du moment où on est vraiment intégré dans le roman qu'on est en train d'élaborer. L'évasion, bien sûr, géographique, puisqu'on choisit des lieux, mais aussi l'évasion dans le temps. On recule dans le temps, on vit dans des époques souvent, ce qui me concerne en tout cas, je ne dis pas ça pour tous les romans, on vit dans des époques plus ou moins reculées, et puis évasion par les personnages que l'on crée. Donc c'est d'abord l'évasion, un peu le rêve. Je préfère parler d'évasion que de rêve. Donc c'est surtout ça que ça m'apporte. Et puis, d'une façon plus terre à terre, moi, en ce qui me concerne, ça me permet de rester actif surtout. Et ça n'a pas de prix. Lorsqu'on a un certain âge, moi je suis né en 48, donc je suis retraité d'éducation nationale. Donc je n'ai plus cette double casquette. Quand j'avais la double casquette enseignant-écrivain, ça ne se posait pas. Mais à partir du moment où je n'ai plus été enseignant, je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un de retraité
enfants, etc. Donc je participe à une activité économique. Et ça, c'est quelque chose de très réjouissant quand on dépasse un certain âge. On se dit, on n'est pas à la retraite, on est actif. Et ça m'apporte beaucoup. Quand vous n'écrivez pas, notamment, qu'est-ce que vous aimez faire, ouais, quelles sont vos passions, Christian? Bon, quand je n'écris pas, d'abord les temps pendant lesquels je n'écris pas sont relativement courts, parce que même quand je ne suis pas dans le roman, je suis à côté, c'est-à-dire je suis en correction, je suis en relecture, je suis en promotion quand je cours d'une librairie à l'autre pour les dédicaces ou pendant les salons. Donc je suis toujours dans mon activité. C'est comme un chanteur qui a terminé un album. Bon, il y a le temps de la création de l'album, il y a le temps de l'enregistrement, puis ensuite il y a le temps des tournées, etc. Pour l'écrivain, c'est un petit peu pareil, même si ces trois temps se mélangent un peu. Mais quand je ne suis pas vraiment au cœur de l'action, c'est-à-dire sur mon bureau en train être plongé, je veux dire, dans l'écriture du roman, j'ai suffisamment de travail à la maison pour m'occuper. L'entretien d'ailleurs d'abord de toutes les terres là qu'il y a autour de la maison, ça me prend pas mal de temps. Et puis bon, j'ai des petits-enfants, j'ai 5 petits-enfants, donc et puis la lecture aussi. Ce sont des activités, je veux dire, comme de monsieur tout le monde. Vous parlez de la lecture, ça tombe bien, on va y rebondir. Puis tiens, au passage, on salue les petits-enfants si ils nous et ils vous écoutent surtout. Ça tombe bien, on est chez vous, avec vous. Là, on s'imagine, on est face à votre bibliothèque. Voilà, on la regarde. Oui, tout à fait. Je suis Voilà. juste à côté d'une partie de mes livres parce qu'ils sont un peu dispersés dans 2 ou 3 pièces. Ah ben super ça. Alors qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur de cette belle bibliothèque? C'est très éclectique. Autant vous aurez pas des classiques. Si je me retourne, vous voyez, je tombe sur la liste des Zola. À côté, il y a 6 ou 7 mots passants. Ça, ce sont des classiques que j'ai beaucoup aimés quand j'étais beaucoup plus jeune. Hein. C'est vrai. Après, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Des romans 19e, début 20e siècle, des romans d'aujourd'hui, notamment pas mal de romans édités au Point de la Cité, parce que bon, je suis un peu curieux de ce qu'écrivent les collègues que je fréquente, que je croise dans les salons. Et puis j'aime bien les thrillers aussi, on en parlait à l'instant. J'aime bien Granger, j'aime bien Bussy. J'aime bien Tilliez, voilà. Donc je suis assez éclectique. Par contre, je n'ai pas du tout de goût pour des romans de science-fiction, d'anticipation, etc. Donc ce n'est pas, disons, ma tasse de thé. Donc à Stephen King, là pour le coup, ça va être compliqué de vous en faire lire un. Oui. Disons que naturellement, je n'irai pas le sortir d'un rayon. Un Harlan Coben par exemple, vous qui aimez bien les thrillers bien construits avec le suspense, avec la belle histoire, c'est pas mal aussi. Je n'en ai pas lu beaucoup, je crois me souvenir en avoir lu 2 et je vous dirai même plus les titres. Mais bon, si je n'ai pas insisté, c'est que c'était pas mon style peut-être ce que j'aime bien. Par contre, je citais tout à l'heure Michel Bussy, on en parlait hors antenne tout à l'heure. Oui. Voilà quelqu'un que j'adore et je crois que j'ai lu à un près, je pense, je les ai tous lus avec un grand plaisir parce que ça correspond peut-être plus à mon état d'esprit. Si je n'avais pas écrit ce que j'écris, j'aurais aimé écrire comme Bussy, le type d'histoire, parce que ce sont des histoires qui sont quand même si certains diront c'est parfois tiré à l'extrême. Pour moi, c'est l'histoire qu'il raconte dans ses romans, ce sont des histoires qui pourraient arriver, qui sont tout à fait plausibles. Même si le twist final, comme il dit, nous laisse bouche bée. Hein. Oui, on est toujours à la fin, la dernière page. On se dit waouh, ah oui, c'était ça, voilà ce qui s'est passé. Et moi, c'est ce que j'aime écrire quand j'écris mes romans, c'est ce que j'aime, j'aime me coller à une certaine réalité, même si c'est une réalité d'il y a 50 ans, peu importe l'époque. Mais j'aime bien raconter la vie, j'allais dire la vie des vrais gens, la vraie vie en fait. Hein. Même si dans un roman on enjolive, on exagère, on exagère un petit peu les caractères des personnages, mais ça c'est pour faire du roman.
Christian Laborie, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, Dans les yeux Oui, d'Anna, aux éditions Presse de la Cité, qu'on remercie oui. une nouvelle fois au passage. Comment l'idée de départ vous est venue d'écrire ce roman? Racontez-nous. Alors, ce roman, il est le fruit enfin, non pas d'une longue réflexion, mais d'une longue période de maturation. Je veux dire, il y a une dizaine d'années de cela, bon, je me suis dit, un jour, je vais écrire un roman sur ce qui s'est passé au Chambon-sur-Lignon. Il se trouve que je connais un petit peu le Chambon-sur-Lignon. Je connaissais une personne qui était administrateur, c'était une dame, du collège Sévenol, qui est au Chambon-sur-Lignon. Maintenant, cette dame est décédée. Et je savais donc ce qui s'y était passé pendant la guerre, notamment à partir de 1942. Alors, le Chambon-sur-Lignon, ce n'est pas tout à fait ma région, ce n'est pas tout à fait les Cévennes, mais enfin, c'est curieux quand même que l'école s'appelle le collège Sévenol. Mais bon, ce n'est pas très loin non plus quand même des Cévennes, c'est juste à la porte. Ensuite, il se trouve qu'il y a une bonne dizaine d'années, l'éditeur chez qui j'étais, à l'époque, j'étais chez Deboré à l'époque, et l'éditeur m'avait suggéré l'idée d'écrire un roman effectivement sur ces enfants sauvés par toute une population de la commune du Chambon. Puis donc il m'avait donné l'idée, j'ai commencé à chercher des documents, etc. Donc j'avais gardé tout cela sous le coude ainsi que l'idée. Et puis en écrivant ma saga des Rochefort, qui est terminée maintenant, j'avais terminé le cinquième volet. Je m'étais laissé une porte ouverte pour un sixième tome. Et je m'étais dit, tiens, il y a un personnage dans les Rochefort qui est pasteur de l'Église protestante. Et je m'étais dit, voilà le lien que je pourrais faire entre donc ma saga des Rochefort et l'histoire du Chambon-sur-Lignon, puisque cette histoire est centrée sur l'action des pasteurs du Chambon. Donc là, je me suis dit, voilà, je vais maintenant sortir cette histoire du Chambon et m'en occuper. Ça s'est passé autrement, puisque la saga des Rochefort s'est terminée au 5e volume, et donc ce 6e que je voulais faire, en fait, ça a donné Dans les yeux d'Anna, mais ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport avec les Rochefort. Pour faire bref, on m'a suggéré effectivement d'arrêter les Rochefort au bout de 5 volumes, donc j'y mis un terme, et de passer ensuite à autre chose. Donc, Dans les yeux d'Anna était déjà quasiment sur les rails, je ne l'ai pas raccroché au Rochefort, mais j'en ai fait un roman à part entière. Voilà la genèse du roman. Et après, bon, je n'ai plus qu'à faire des recherches, etc. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. En termes de recherche, tout ça, comment ça s'est passé? Oui, la phase d'écriture, les chapitres, les personnages. Puis est-ce que vous avez tiré un plan ou pas? Je sais qu'il y a certains auteurs qui procèdent de la sorte. Vous, est-ce que ça a été votre cas? Enfin, comment vous fonctionnez, vous, Christian? Un plan, oui. Alors, un plan, ce n'est pas un plan. On appellera ça un synopsis dans notre langage, dans notre jargon. Oui, pour l'histoire du Chambon, bon, comme pour beaucoup de romans, je vais dire dorénavant, depuis quelques années, je fais un synopsis assez détaillé. Donc je l'ai fait également pour Dans les yeux d'Anna, à savoir, donc, une fois que j'avais tous les éléments de recherche amassés, je me suis fait une trame chronologique, puisqu'il y a quand même une chronologie à respecter dans ce type de roman. Et j'ai fait donc une sorte de résumé, enfin de projection, par résumé, c'est tout synopsis, pour aller quasiment à la fin. Je savais que, bon, à la fin, mon personnage, je ne vais pas trop le dévoiler, mon personnage, il y avait un drame à la fin. Et par contre, ce n'est que tardivement que j'ai pensé rendre plus présent l'histoire en introduisant la fille de la personne, la fille d'Anna, qui part donc à la recherche de l'histoire de sa mère. Donc ça m'a permis de jouer à la fois sur le passé, mais aussi sur, disons, le récent. On est en 1975 quand je parle du récent. Donc oui, effectivement, j'avais un synopsis qui m'a guidé tout au long de mon écriture. Alors ça tombe bien, vous nous parlez d'Anna, bon, de la fin. Vous n'allez pas nous dévoiler la fin, vous allez surtout nous raconter en quelques mots cette folle histoire que va vivre notamment cette fameuse, notamment Anna. Vous nous embarquez avec vous du début jusqu'à la fin. Bravo, Christian. Merci à vous. Le roman ne commence
Anna vit à Lausanne. Elle est suisse. Elle a une bonne situation. Elle vit à Lausanne, elle travaille à Genève. Et un jour, elle reçoit une lettre d'un notaire de Saint-Jean-du-Gard, dans les Cévennes, pas loin de chez moi. Elle reçoit une lettre comme quoi on l'a prie de bien vouloir passer à l'étude du notaire. Car elle est l'héritière d'une maison située à Saint-Germain-de-Calbert. Elle trouve ce courrier étrange, elle croit à une erreur, car elle ne sait même pas où se trouve Saint-Jean-du-Gard, encore moins Saint-Germain-de-Calbert. Elle n'y a jamais été, elle vit en Suisse et pas en France. Et donc elle va se décider quand même à y aller voir pendant ses vacances. Elle se dit, bon, je vais aller voir ce notaire pour savoir ce qu'il en est. Et tout commence là. En fait, elle est l'héritière d'une maison dont sa mère, Anna, aurait été l'héritière si elle n'était pas décédée. Donc c'est elle, sa fille, qui en hérite. À partir de là, elle se met dans l'idée de conserver cette maison et de la rénover avant de la revendre. Et en la rénovant, elle fait deux découvertes un peu étranges. Sur un mur, elle trouve sous un papier peint qu'elle enlève, elle trouve une inscription « Ne cherchez pas à savoir » qui est écrit sur le mur. Et ensuite, elle fait une autre découverte dans la cave d'une pièce. Pierre qui est un peu décédée, elle l'enlève, une petite cache, et dans la cache un cahier, et c'est un cahier rédigé par sa mère. Alors là, elle tombe de très haut. Alors sa mère aurait hérité de cette maison, elle y aurait vécu, elle y a laissé un cahier de l'époque de son adolescence. Donc c'était pendant la guerre, dans les années 42-44. Et elle lit ce cahier, et en lisant ce cahier, ça m'a permis moi de remonter par flashback à l'histoire d'Anna, et donc depuis sa famille, depuis les grands-parents de Sarah, des Juifs polonais qui ont migré en France et qui ont été rattrapés pour fuir surtout le danger nazi à partir de 1939. Et puis ces gens ont été rattrapés par l'ogre nazi, je veux dire, même en France à partir de 1942, puisque la moitié sud de la France a été envahie. Et c'est comme ça que les parents d'Anna ont envoyé leur fille et leur fils, puisqu'il y a aussi deux fils, au Chambon-sur-Lignon pour être tranquille, pour être sauvés des nazis. Et c'est donc toute l'histoire d'Anna ensuite que j'ai racontée au Chambon-sur-Lignon, mais aussi à Saint-Germain-de-Calbert. Et donc cette histoire m'a permis donc de parler de la vérité, de la réalité qui s'est déroulée là, donc dans ces années sombres, 42-44, dans cette petite ville de Haute-Loire. Ne nous en dites pas plus pour celles et ceux qui ont envie de continuer de le découvrir. Rien de plus simple dans les yeux d'Anna. Je précise que l'histoire m'a été inspirée, je veux dire simplement inspirée, point de départ, par l'histoire d'une famille qui a existé effectivement et qui a envoyé qui s'est réfugiée, notamment dans les Cévennes à Saint-Germain-de-Calbert. Donc voilà pourquoi j'ai parlé aussi de Saint-Germain-de-Calbert, parce que du coup j'ai découvert que dans les Cévennes, en Lozère, dans cette petite ville, dans ce petit village des Cévennes, il s'est passé un petit peu la même chose. Puis c'était pas seulement des enfants, c'était des familles juives, des adultes qui avaient des enfants, une vingtaine de personnes qui étaient dans la pension Martin. Et les gens de Saint-Martin de Saint-Germain-de-Calbert connaissent très bien l'histoire. Il y a eu deux ou trois personnes qui ont été déclarées justes à Saint-Germain-de-Calbert parce qu'elles ont sauvé les Juifs. Et ces Juifs qui ont vécu un long moment tranquille à Saint-Germain-de-Calbert, comme j'allais dire les enfants du Chambon ont vécu relativement tranquillement au Chambon autour du collège. Mon personnage est passé du Chambon à Saint-Germain, de Saint-Germain au Chambon, donc ça m'a permis de mettre les deux communes et de rendre honneur à la population de ces deux communes dans un même roman. Christian, quels sont vos projets pour la suite ? Alors mes projets, j'ai des projets. Après Dans les yeux d'Anna, j'ai déjà écrit deux autres romans qui sont programmés pour 2020 et 2021. Alors pour 2020, il y a un roman qui s'appelle Les enfants de Valfleury et qui, alors sur un tout autre thème, emmènera les lecteurs dans le monde de la céramique, la faïence d'Uzès, la poterie d'Anduze et la porcelaine de Limoges. Je voulais traiter ce thème un peu parce que je suis pas loin d'Anduze et donc chez nous il y a la poterie d'Anduze et je vis à 45 km d'Uzès où il y a des faïences
roman s'appelle pour l'instant Les fiancés de l'été, mais ce titre n'est que provisoire, donc j'en parlerai plus volontiers dans quelques temps. Mais les 2 romans sont terminés, donc j'ai encore 2 romans qui sont envoyés aux presses et qui devraient être édités dans les 2 années qui suivent. Allez, terminons cette fois-ci en douceur, Christian. Passons tout de suite à la minute cool, si vous le voulez bien. Plutôt la Corse ou la Sicile? La Corse. Ouais, la Corse. Alors, on part en Corse avec vous. Citez 3 mots qui, selon vous, définissent la ville de Tourcoing. 3 mots. Oui. Allez, sans réfléchir. Industrie, tristesse et difficulté. La musique dont vous êtes capable d'écouter en boucle, c'est laquelle? En boucle. Le titre de musique. Ouais, le titre de musique, ou alors un chanteur ou une chanteuse, hein. Ah, non, le type de musique, je dirais déjà Adagio. Je suis très perméable à tout ce type de musique, genre Adagio d'Albinoni, etc. Plutôt lièvre ou tortue? Ah, lièvre. Le dernier film que vous ayez vu, c'est lequel? Je n'en sais rien. J'ai pas. Non, c'est au cinéma, je voulais dire. Hein. C'était il y a 2 mois de ça, mais franchement, les titres, je ne retiens jamais les titres. Ce qui fait que souvent, je regarde 2 fois à la télévision. Ça m'arrive de regarder 2 ou 3 fois le même film. Je m'en aperçois en plein milieu. Et les titres, je retiens pas les titres. Plutôt café ou thé? Un café. Enfin, Christian, si vous aviez un rêve, ce serait? Que ma vie actuelle, notamment d'écrivain, se poursuive le plus longtemps possible. Christian Laborie, rappelons que vous êtes l'auteur du roman Dans les yeux d'Anna, aux éditions Presse de la Cité. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci à vous. Ce fut un plaisir d'être sur vos antennes. Avec grand plaisir également partagé. Vous revenez quand vous le souhaitez, notamment pour le prochain alors. Oui, bien sûr, quand vous voulez. Ah, bah écoutez, avec plaisir. Si vous êtes de passage dans la capitale comtoise, notamment du côté de Besançon, eh bien, on vous accueillera avec un immense plaisir, une nouvelle fois. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro, de nouvelles aventures littéraires. Comme toujours, prenez soin de vous. Bonne lecture. Salut!